Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Et cet épisode, c'est la deuxième partie d'un épisode où j'ai pris le temps de vous décrypter un article de amélie.fr, donc le site de l'assurance maladie, qui explique comment se déroule un accouchement et où j'ai mis en lumière, point par point, les aberrations, les fausses croyances, les informations anxiogènes de cet article, et croyez-moi qu'il y en a beaucoup. Je vous ai parlé notamment de la rupture de la poche des os, du déclenchement. On a vu aussi la dilatation du col de l'utérus et le réflexe d'éjection du fœtus, VS, la poussée dirigée. Donc si vous voulez des informations concernant le début du travail, je vous invite à écouter le premier épisode. Mais avant de vous faire écouter cet épisode, je rajoute une petite parenthèse parce que entre le moment où j'ai enregistré ces épisodes et le moment où il va sortir, j'ai pris la décision d'arrêter mon accompagnement d'Amandine Naissance. Et je voulais donc vous préciser que actuellement tous mes programmes vidéo, notamment ceux dont je vous parle dans cet épisode, sont à moins 50% pour que vous puissiez vraiment en profiter. Donc mes programmes à l'unité sont à 24,50 € en ce moment au lieu de 49 €. Vous avez énormément de contenu, de documents officiels de la Haute Autorité de Santé. C'est vraiment sans charabia, sans prise de tête. Et je vous ai même fait un pack complet avec mes 4 programmes, dont un programme dédié pour votre partenaire, plus le peigne offert pour gérer vos contractions. Et ce pack est à moins 66%, soit 73,50 € les 4 programmes, plus votre peigne offert. Donc vraiment, c'est une super promo que je vous fais actuellement. Ça va pas durer très longtemps et ensuite mes programmes vont définitivement disparaître. Donc si vous voulez en profiter, profitez de l'été pour vous poser, pour regarder tout ça tranquillement, c'est vraiment le moment. Allez, je vous laisse écouter cette dernière partie du décryptage d'un article que j'ai trouvé sur le site officiel d'amélie.fr. Donc, je me rends toujours sur le site d'amélie.fr et donc là, on en est à la phase donc de l'expulsion, le moment où votre bébé va sortir. Là, c'est noté. L'accouchement ne s'achève réellement que 20 à 30 minutes plus tard, sous l'effet de nouvelles contractions. La maman expulse le placenta, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Pour prévenir le risque d'hémorragie du postpartum, de l'ocytocine est administrée à la maman juste avant ou après la naissance du bébé. Donc, là aussi, il y a des choses qui me font un petit peu bondir de ma chaise. Donc en effet, votre accouchement ne se termine que quand le placenta est sorti. Là, ils mettent encore une échelle de temps. Comme j'en ai parlé dans le premier épisode avec la dilatation du col de l'utérus, où on a l'impression que votre col c'est une minuterie et qu'on peut définir le temps qu'il va mettre pour se dilater. Là, on estime que votre placenta aussi il a un chronomètre au cul et qu'en 20 ou 30 minutes, il va sortir. Faux. Ça, ce sont les protocoles des maternités qui ont estimé qu'après 30 minutes, si votre placenta n'est pas sorti, il faut aller le chercher. Physiologiquement, une femme qui accouche à domicile, s'il n'y a pas de signe montrant que le placenta ne sort pas ou qu'il y a une complication, la sage-femme laisse la femme tranquille, la surveille, mais ne lui met pas la pression. À la maternité, il y a 30 minutes pour sortir le placenta. Donc déjà là, ça peut générer un petit peu du stress. Et donc, pour faciliter, pour accélérer la délivrance du placenta, ils injectent de l'ocytocine de synthèse. Ce qui va faire que vous allez avoir de nouvelles contractions, ça va décoller votre placenta et ça va le faire sortir. Il faut savoir que effectivement dans les maternités, ils ont pris cette habitude d'injecter systématiquement de l'ocytocine pour faciliter entre guillemets la sortie du placenta et diminuer le risque d'hémorragie. Comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, je ne suis pas anti-médicalisation. Je suis anti-surmédicalisation et tout ce qui pourrait être inutile et qui pourrait nuire à votre projet. S'il y a bien une chose où je suis assez d'accord avec, c'est cette injection d'ocytocine de synthèse. Alors, non pas que je sois d'accord sur le fait de vous injecter de l'ocytocine, en plus, le plus souvent sans même vous en informer, c'est qu'il y a une réalité. En fait, physiologiquement, pour que votre placenta sorte, il faut qu'il y ait les mêmes conditions pour sécréter de l'ocytocine que pour votre accouchement. Intimité, tranquillité, chaleur, donc être dans un environnement où vous êtes tranquille, où vous êtes détendu,
où vous n'êtes pas observé, où vous n'êtes pas stressé, où vous avez votre bébé collé contre vous, qui va peut-être téter, tout ça va faire que vous allez avoir un gros shoot d'ocytocine, aider votre placenta. Malheureusement, en maternité, on le sait, les conditions ne sont pas toujours réunies. Il y a du bruit, il y a de l'agitation, vous êtes stressé, on vous stresse parce que votre placenta doit sortir dans les 30 minutes. Pendant des années, quand les bébés naissaient, ça se fait plus maintenant, mais ça se faisait avant, on prenait le bébé pour aller le peser, le nettoyer. Donc la femme, elle entendait son bébé pleurer dans la pièce à côté, sans savoir pourquoi. Imaginez le shoot de stress qu'elle avait. Et donc beaucoup de femmes faisaient des hémorragies de la délivrance, non pas parce que leur corps était défaillant, mais parce qu'autour d'elles, il y avait un environnement qui ne soutenait pas la physiologie et l'ocytocine. Leur bébé pleurait à côté, on était en train de les examiner, le médecin parlait avec la sage-femme, il y avait de la lumière, de l'agitation, bref, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et malheureusement encore, dans certaines maternités, même si elles font de leur mieux et que les choses bougent, l'environnement, il n'est pas super idéal. Et donc, j'ai envie de dire que cette ocytocine de synthèse pour délivrer le placenta, c'est juste la conséquence logique de toute la médicalisation qu'il y a en amont. Alors, je ne suis pas pour cette injection d'ocytocine dans le sens où je sais que les femmes n'en ont pas besoin. Mais malheureusement, je sais aussi qu'en maternité, les conditions ne sont pas optimum pour s'en passer. Là aussi, j'ai un épisode et je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails parce que dans mon épisode 28, je vous donne toutes les informations sur cette ocytocine, comment la négocier, à quoi elle sert, tout ça. Mais voilà, là dans cette phrase, de l'ocytocine est administrée à la maman juste avant ou après la naissance du bébé. Encore une fois, il n'y a pas l'information, on ne prévient pas la femme qu'elle va avoir de l'ocytocine. On ne lui explique pas, c'est comme ça et pas autrement. Là, je vous invite aussi vraiment à vous renseigner sur cette injection d'ocytocine. Je ne suis pas là pour vous dire de la prendre ou pas. Je vous ai expliqué pourquoi elle peut être utile dans les conditions idéales, mais c'est vraiment à vous de vous renseigner, en discuter avec votre équipe médicale, de savoir qu'il y a très peu de maternités qui acceptent de ne pas faire cette injection d'ocytocine, et il y a même des maternités où c'est très dur de la négocier. J'ai des témoignages de femmes qui me disent qu'elles sont carrément passées devant un staff pour essayer d'argumenter pourquoi elles ne voulaient pas l'injection d'ocytocine. Je pense personnellement qu'en fin de grossesse, vous avez autre chose à faire qu'à vous batailler avec l'équipe médicale, mais ça vous regarde, c'est votre choix. Si vous la voulez sans négocier, sans discuter, parce que ça vous rassure, c'est complètement ok. Si vous ne la voulez pas, que vous voulez argumenter, c'est complètement ok. Du moment que vous avez les infos, vous en faites ce que vous voulez et c'est votre choix. Ensuite, il y a un petit encart concernant l'épisiotomie. Donc là, c'est écrit, le taux d'épisiotomie, déjà en phase décroissante depuis plusieurs décennies, a encore fortement diminué, passant de 20% en 2016 à 8% en 2021. Alors là, je tiens effectivement à souligner que c'est important de mettre ça en avant, parce que pendant très longtemps, les épisiotomies de convenance étaient faites systématiquement, sans se poser de questions, pour accélérer le travail. Hop, on faisait une épisiotomie aux femmes. Il y avait beaucoup de femmes qui ont eu des épisiotomies sans justification médicale. Heureusement, les choses changent, donc c'est important de le savoir. Là aussi, je ne vais pas rentrer trop dans le sujet parce que j'ai mon épisode 44 où je vous donne plein d'informations sur l'épisiotomie, sur pourquoi avant il y avait des taux affolants d'épisiotomie, qu'est-ce qui a fait que l'épisiotomie a baissé, quelles sont les raisons médicales valables d'avoir une épisiotomie. Enfin, il y a vraiment plein d'informations hyper utiles, donc je vous laisserai écouter l'épisode 44 si vous souhaitez en savoir plus. Par contre, évidemment, ça ne pouvait pas être tout beau tout rose concernant l'épisiotomie. Évidemment, c'est écrit, je vous cite, « Lors des efforts de poussée, il peut être nécessaire de réaliser une épisiotomie afin d'éviter les déchirures du périnée. » Et c'est là où, évidemment, je bondis de ma chaise. Gros warning sur l'épisiotomie préventive des déchirures du périnée. Ça aussi, c'était une pratique archi courante il y a quelques années où on estimait qu'il valait mieux une épisiotomie qu'une déchirure, et donc quand les gynécologues voyaient que le périnée était sur le point de se déchirer, ils pratiquaient une épisiotomie. Là aussi, je vous en parle beaucoup plus dans l'épisode dédié à ce sujet, mais juste pour que vous compreniez mieux, une épisiotomie, c'est couper votre périnée, donc c'est vraiment quelque chose de net, en fait. Une déchirure, ça prend en compte les fibres des tissus du périnée. Et au niveau cicatrisation, il est montré maintenant qu'un périnée cicatrise mieux s'il a une déchirure qu'une épisiotomie.
Bien entendu, dans certains cas vitaux, la question ne se pose pas, il faut faire une épisiotomie. Mais là où c'est problématique, c'est qu'il parle justement de faire une épisiotomie en prévision d'une déchirure. Je vous rappelle que cet article date de février 2025. J'ai sous les yeux un document recommandation pour la pratique clinique de l'épisiotomie qui vient du Collège national des gynécologues et des obstétriciens français, qui date de 2005, donc il y a 20 ans, qui stipule, pareil, je vous lis exactement ce qui est écrit sur le document, lorsque le périnée semble sur le point de se rompre au moment de l'expulsion, une pratique systématique de l'épisiotomie n'est pas nécessaire. En effet, dans cette situation, une politique restrictive de l'épisiotomie permet de multiplier par 3 le taux de périnée intact sans pour autant augmenter le risque de déchirure. Future maman des années 2025, vous tombez sur le document d'Amélie qui date de 2025 et qui disent qu'on peut vous faire une épisiotomie pour éviter les déchirures du périnée. Comment vous dire que ça m'agace fortement parce que c'est quand même l'assurance maladie qui met un document à disposition des futurs parents et qui banalise complètement le fait qu'une épisiotomie, ça reste quand même ça reste un acte médical, douloureux, avec des conséquences sur le périnée qui peuvent ne pas être anodines, des conséquences sur la vie sexuelle du couple, et là, ils vous disent carrément « mais c'est pas grave, on peut vous faire une épisiotomie pour éviter une déchirure ». Eh faudrait peut-être se mettre à la page quand même, les gars, parce que là, vous avez 20 ans de retard, et c'est vraiment problématique. Bref, donc, voilà pourquoi c'est encore une fois hyper important d'aller chercher, vous, de votre côté, et de ne pas croire tout ce que vous voyez sur l'accouchement, parce que là, vous avez l'exemple parfait d'un site officiel, réputé quand même à jour, qui vous dit de la merde, très clairement. Et c'est pas n'importe quoi comme merde, là. Là, on parle quand même de votre intimité, de votre périnée, de votre vagin, de ciseaux qui coupent votre vagin, bordel. Donc, ouais, ça me met en colère parce que c'est encore une fois faire croire aux femmes qu'il faut qu'elles acceptent tout sans rechigner pour leur sécurité, alors que pas du tout, alors qu'il y a des choses qui sont mises à jour, que c'est démontré que c'est plus utile. Mais non, c'est... voilà. Bref, passons à la suite. Votre bébé est né, la sage-femme coupe le cordon ombilical, vérifie la bonne vitalité de votre bébé et pose votre enfant contre vous. Concernant le cordon ombilical, là aussi, je pourrais vous en parler pendant des heures. D'ailleurs, je vais faire un épisode dédié sur le sujet. Il n'y a aucune utilité, aucune urgence à couper le cordon rapidement, sauf si vous avez besoin d'être prise en charge ou que votre bébé a besoin d'être pris en charge. Là, il faut couper le cordon pour s'occuper de votre bébé. Mais sinon, votre bébé va bien, vous allez bien, il n'y a aucune urgence à couper le cordon ombilical. Votre bébé, il est relié au cordon qui est relié au placenta. Dans le placenta, il y a du sang qui appartient à votre bébé et qui est en transfert entre le placenta et votre bébé. Et si on coupe le cordon trop rapidement, cet échange est stoppé et votre bébé ne peut pas récupérer l'entièreté de son sang qui est encore dans le placenta. Là aussi, il y a beaucoup de fausses croyances qui circulent. J'ai entendu, en 2025, des médecins dire « Oui, mais si on laisse votre bébé attaché au placenta, le sang peut repartir dans l'autre sens et votre bébé peut se vider de son sang. » Comment vous dire que c'est le genre de choses qui m'agacent aussi fortement, puisqu'il est prouvé que le cordon se clampe dans un sens des échanges, c'est-à-dire que le sang continue de circuler du placenta au bébé, mais plus dans l'autre sens. Donc votre bébé ne peut pas se vider de son sang s'il est relié au cordon ombilical. Il y a un autre argument aussi qui est avancé pour couper le cordon ombilical rapidement, c'est que cela augmenterait le risque d'ictère, de jaunisse chez l'enfant. Pour vous donner des informations fiables, je suis allée sur le site de l'OMS. Je vous cite ce qui est écrit sur leur document, qui date de 2013. Les études montrent que le risque d'ictère chez les bébés ayant bénéficié d'un clampage tardif du cordon, clampage tardif, ça veut dire on attend avant de couper le cordon, n'est que de 4,36% contre 2,74% chez les bébés ayant un clampage précoce. Il n'y a donc pas d'augmentation du risque d'ictère sévère. Donc ça, c'est un argument sur lequel, s'ils essayent de jouer, vous avez de quoi vous appuyer en vous disant que si l'OMS recommande le clampage tardif, c'est qu'il ne doit pas avoir beaucoup de risques. Ensuite, les avantages bénéfiques du clampage tardif du cordon ombilical chez le nouveau-né, toujours sur le site de l'OMS.
Augmentation des réserves en fer à la naissance et diminution de l'anémie infantile. Les études mettent en évidence une réduction de 61% du taux d'anémie nécessitant une transfusion sanguine en cas de clampage tardif du cordon. C'est quand même pas rien, 61%. Diminution du taux d'infection néonatale. Les études font état d'une réduction de 29% du taux d'infection néonatale en cas de clampage tardif. Bref, c'est quand même deux arguments, la réserve de fer et le taux d'infection, qui vont dans le sens du clampage tardif. Malheureusement, en France, c'est quelque chose qui n'est pas très souvent pratiqué. Les équipes médicales ne sont pas toujours informées, donc c'est aussi pourquoi c'est important, vous, de vous renseigner sur le clampage tardif, sur les bienfaits du clampage tardif, d'en parler à l'équipe médicale, de leur demander quelles sont leurs positions, est-ce qu'ils peuvent attendre. Attention, le vrai clampage tardif, c'est quand le cordon ne bat plus. Les maternités, très souvent, pour eux, clampage tardif, c'est 3 minutes. Alors j'ai envie de vous dire, 3 minutes, c'est mieux que rien, mais de qui se moque-t-on ? Ils pourraient attendre 5-10 minutes, ça leur demande rien. Ils mettent le bébé contre vous, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ils reviennent 10 minutes après, 20 minutes, 30 minutes, le cordon bat plus, ils le coupent. Bref, c'est juste une question, j'ai envie de dire, de volonté de leur part. Mais c'est important, vous, de vous renseigner à savoir effectivement s'ils peuvent attendre un petit peu avant de couper le cordon ou pas. Ensuite, je vais dans la seconde partie qui parle de l'accouchement par césarienne. Là aussi, il y a des choses un peu ubuesques. Donc, ils disent, la césarienne peut être programmée à l'avance, par exemple, si le bébé se présente d'une manière particulière. Le bassin de la maman est trop étroit, le bébé est trop gros par rapport à la taille du bassin, dans certains cas de grossesse à risque. Bon, là aussi, il n'y a aucune nuance. Un bassin trop petit, chez une femme, c'est quasiment impossible. Sauf si vous avez une maladie, un accident, quelque chose qui, depuis toujours, on vous dit, madame, vous avez un bassin qui ne laissera pas passer votre bébé parce que vous avez une pathologie, un accident, des plaques, peu importe. Physiologiquement, votre bassin, il bouge. Sous l'effet des hormones, il va s'agrandir. À l'arrière, vous avez le sacrum, qui est un os mobile, qui va s'ouvrir vers l'extérieur. Bien sûr, si vous êtes allongé sur une table, votre bassin ne va pas pouvoir bouger, votre sacrum ne va pas pouvoir s'ouvrir et ça va potentiellement compliquer la sortie de votre bébé, même s'il est dans le bon sens. Donc évidemment, si vous avez un bébé qui est en siège, ça va être compliqué. Mais le souci, c'est ça, c'est qu'ils vont vous faire des examens, ils vont mesurer votre bassin. Peut-être que le jour où ils vont mesurer votre bassin, vous serez déjà allongé, donc ça ne va pas prendre en compte votre sacrum qui s'ouvre vers l'arrière, et ça ne va absolument pas prendre en compte la mobilité le jour de votre accouchement. Donc soyez aussi vigilante si on commence à vous parler de césarienne parce que votre bassin est trop étroit. N'hésitez pas à demander plusieurs mesures pour être sûr. Après, je comprends, si on vous dit que votre bassin est trop petit, que vous flippez, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec l'équipe médicale et que vous préférez une césarienne, c'est complètement ok. Là, je vous donne les infos pour que vous puissiez savoir que des fois, on met une étiquette bassin étroit sur les femmes. Des fois, c'est même associé, non mais s'il vous plaît, à la taille, la pointure de ses pieds. Une femme qui fait du 35, on va lui dire que son bassin est trop petit, sans même mesurer. C'est des croyances de dingue. Donc si on vous dit que votre bassin est trop petit, n'hésitez pas à demander plusieurs mesures pour être sûr, même si ça ne sera jamais sûr, parce que comme je vous disais, ça ne va pas prendre en compte le sacrum, la mobilité le jour J. Mais ne vous arrêtez pas à un simple « votre bassin est trop petit, merci madame, césarienne ». Non, sachez que vous pouvez demander qu'on vous remesure et qu'un bassin trop petit, c'est extrêmement rare et que souvent, les femmes le savent en amont. Donc là aussi, pour une césarienne, c'est important de vous renseigner. Il y a souvent des césariennes qui sont programmées pour des raisons qui ne sont pas valables. Comme je vous disais, un simple bébé en siège, ce n'est pas une raison valable de vous faire une césarienne. Un bébé en siège, et j'ai des récits sur ce podcast, notamment l'épisode 23 de Sonia qui a accouché à la maternité d'un bébé en siège, et j'ai même le récit 18 de Déborah qui a accouché chez elle, dans sa baignoire, d'un bébé en siège. Donc si vous voulez écouter des récits, de vous imprégner de ça, mais là aussi il y a un raccourci qui est fait, bébé en siège, forcément une césarienne. Non, c'est possible d'accoucher d'un bébé en siège,
naturellement par voie basse. Si votre maternité est habituée à ce genre d'accouchement, si eux, ils flippent, renseignez-vous dans une autre maternité parce que eux, ils vont vous amener vers une césarienne. Donc voilà, concernant la césarienne, c'est aussi important d'avoir les bonnes infos. Là, c'est écrit que si votre bébé se présente par le siège, l'obstétricien peut essayer de retourner le fœtus en bonne position par manœuvre externe. Là aussi, la VME, la version manœuvre externe, qui consiste à essayer de remettre votre bébé tête en bas, renseignez-vous bien sur le sujet. Ça ne marche pas tout le temps, c'est douloureux, ça peut déclencher votre accouchement. Vous avez le droit de refuser, vous avez le droit de dire mon bébé, il est tête en haut, je lui fais confiance, il va se retourner, parce que là aussi, souvent les VME, elles sont faites quand même assez longtemps avant le terme, et votre bébé, il a largement le temps de se retourner. Une VME, ça peut être douloureux, ça peut ne pas marcher, ça peut provoquer votre accouchement, ça peut stresser votre bébé. Tout ça, juste parce qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder avec un bébé en siège, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça, parce qu'ils flippent et qu'ils vont vous proposer une césarienne. Si votre bébé est en siège, n'hésitez pas à déjà vous faire confiance et vous dire que c'est possible d'accoucher par voie basse et de trouver la maternité qui va vous accompagner dans ce sens. C'est évident que si vous sentez l'équipe médicale qui est stressée à l'idée que vous accouchiez par voie basse d'un bébé en siège, ça va vous stresser, c'est logique. Là, vous allez avoir besoin d'une équipe médicale qui vous dise « Nous, on a l'habitude, madame, on a confiance en vous, on a confiance en votre bébé et ça va bien se passer. » Donc, n'hésitez pas à bien choisir la maternité si vous avez un bébé en siège et qu'on commence à vous parler d'entrée, de césarienne. Warning, dites-vous qu'il y a peut-être d'autres alternatives avant cette césarienne programmée parce qu'il y a d'autres solutions qui existent, mais que peut-être que votre maternité ne veut pas se prendre la tête. Encore une fois, vous programmez une césarienne, c'est beaucoup plus simple que d'accompagner un bébé en naissance par siège qui demande effectivement une certaine surveillance. Mais voilà, c'est plus simple pour eux de vous orienter directement vers une césarienne. Là, ce que j'avais vraiment envie de vous montrer, c'était le nombre de fausses croyances, de clichés, d'informations fausses qui, si vous n'avez pas le recul nécessaire, peut vous faire penser que vous n'avez pas votre mot à dire, que vous ne savez pas faire, qu'il ne faut pas vous faire confiance, qu'il faut croire aveuglément le médecin, qu'il détient l'autorité, que vous ne pouvez pas dire non, que vous ne pouvez pas poser de questions. Bref, c'est vraiment quand même la représentation archi classique qu'on a de l'accouchement. Et moi, ce que vraiment je veux vous montrer à travers ces épisodes de podcast, c'est que vous savez faire. Vous devez reprendre confiance en vous. C'est à vous de reprendre confiance. C'est vous qui détenez le savoir pour mettre votre bébé au monde. S'il y a une complication, une pathologie, les médecins détiennent le savoir pour vous accompagner. Mais si tout se passe bien, c'est vous qui savez faire. C'est vous qui avez les clés, la connaissance, la confiance, les ressentis. Il faut vous écouter et vous faire confiance. Je sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que justement j'ai créé mes programmes en ligne où je vous donne plein d'informations. C'est vraiment important de bien vous entourer, de bien vous préparer. Surtout si vous souhaitez accoucher sans péridurale à la maternité. À la maternité, il y a énormément de protocoles qui sont censés garantir votre sécurité, mais c'est faux. Les protocoles garantissent la sécurité des équipes médicales et ça vous met des bâtons dans les roues pour pouvoir vous accoucher le plus naturellement possible, le plus tranquillement possible, en ayant le cocktail hormonal, l'ocytocine, la détente, le bien-être, le lâcher-prise. Voilà, accoucher à la maternité, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Et si vous voulez avoir toutes les informations dans mes programmes vidéo qui sont actuellement à moins 50%, je vous donne toutes les informations pas à pas sur le déroulement de l'accouchement, comment ça se passe réellement, ce que vous pouvez demander, refuser et surtout tous les pièges à éviter pour justement ne pas tomber dans un accouchement archi médicalisé sans raison et vous dire après coup si j'avais su. Je vous donne vraiment toutes les informations pour que vous ayez confiance en vous, que vous ayez une vision plus rassurante de l'accouchement, que vous ayez une bonne connaissance des protocoles, savoir ce que vous pouvez demander, négocier, refuser, pour vraiment arriver en étant confiante, sereine et surtout sûre de vous pour votre accouchement. Vous êtes la meilleure experte pour mettre votre bébé au monde. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à réfléchir. C'est comme ça. Vous êtes l'experte pour mettre votre bébé au monde. C'est vous qui détenez le savoir. Mais malheureusement, toute notre société essaye
de nous faire croire le contraire. Et moi, j'œuvre vraiment pour vous donner les cartes, pour vous permettre de reprendre ce pouvoir, reprendre cette confiance et mettre votre bébé au monde dans de bonnes conditions, de garder un beau souvenir de votre accouchement et si possible, de vous dire après coup, j'ai kiffé mon accouchement. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ce décryptage vous a apporté une vision nouvelle et peut-être vous permettra à chaque fois que vous croisez une information sur l'accouchement de vous dire « Oula, attends, je vais prendre du recul, tout ce qui est écrit n'est pas forcément vrai, je vais aller faire mes propres recherches, me renseigner, me décider et faire un choix éclairé qui ne dépendra pas des informations anxiogènes, je ne serai pas influencée par la peur, mais j'aurai fait un vrai choix éclairé. » Je vous souhaite une belle semaine. Si cet épisode vous a plu ou si vous pensez qu'il est d'utilité publique, n'hésitez pas à le partager. C'est vraiment comme ça que je pourrais faire connaître encore plus le podcast. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou une note sur la plateforme d'écoute pour faire découvrir ce podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement.